Pour cette histoire, nous sommes en janvier 2017, le 26. Aliana DeFries avait 14 ans et comptait prendre le bus comme elle faisait régulièrement pour aller à l'école. La mère d'Aliana l'avait accompagnée jusqu'à son premier arrêt de bus à 6h30 du matin. Elle avait cours à 7h ce matin-là. Elle portait son uniforme scolaire et sa mère lui a fait un bisou avant qu'elle monte dans le bus. Il faut savoir que Aliana avait un trouble du développement et c'est quelque chose qui l'a malheureusement retardée par rapport à ses camarades de classe. Elle avait reçu un diagnostic de problème de santé mentale et elle avait besoin de médicaments tous les jours. La mère et la grand-mère de Aliana n'étaient pas vraiment d'accord avec le fait qu'elle prenne des transports en commun pour se rendre à l'école. L'une des raisons pour lesquelles elle était autorisée à le faire était que l'un des arrêts de bus se trouvait devant un poste de police, ce qui soulageait un petit peu leur anxiété. Mais ils n'aimaient pas savoir Aliana seule dans des transports en commun. Pour vous la décrire, Aliana est née le 12 juin 2002 dans le Michigan à Détroit. Elle était la fille de Damon DeFries et de Donesha Cooper. Et elle était la petite fille de Donald DeFries. Ses parents se sont séparés lorsqu'elle était assez jeune, mais ils ont continué de coparenter tous les deux en gardant un rôle très important dans la vie de leur fille. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et malheureusement pour cette histoire, ça pourrait être utile d'avoir les deux parents. Je vais donc vous laisser vous asseoir confortablement, vous abonner et liker et laissez-moi vous raconter la très triste histoire de Aliana DeFries. Vous l'aurez donc compris, j'ai planté le décor en vous disant qu'elle allait prendre le bus et on a vu des CCTV, donc des caméras de surveillance, qui la montrent en train de descendre à son arrêt juste avant 7h du matin. Aliana était censée changer de bus pour se rendre à l'école et en fait, au moment où elle est passée devant une église, l'église de True Gospel, elle a été arrêtée et interpellée par un homme qui s'appelle Christopher Whitaker. Elle ne le savait pas, mais cette rencontre allait être la dernière. Du côté de Christopher, il était un peu connu et c'était un délinquant sexuel enregistré. Il n'avait aucun scrupule à faire du mal, à torturer et à tuer des jeunes filles comme Aliana. On a déjà vu des séquences qui montrent Christopher qui est en train de faire des allers-retours à l'intérieur de cette église quelques heures plus tôt. On ne sait pas exactement ce qui a été dit entre Aliana et Christopher, mais quoi qu'il en soit, il a décidé de la suivre. Un témoin a vu que pendant que Aliana continuait de marcher sur East 93rd Street, Christopher, lui, la suivait de très près. Le témoin ne savait pas ce qu'il se passait entre les deux et étant donné qu'il ne semblait pas que l'échange soit houleux, on ne s'est pas inquiété plus que ça. C'est malheureux parce que si la police avait été contactée, Aliana pourrait toujours être en vie. Mais c'est vrai qu'il est difficile de savoir quand intervenir dans une situation, quand ne pas intervenir, surtout dans une ville comme Cleveland, là où nous nous situons, où peu de choses malsaines se passent. Christopher a donc conduit Aliana à travers un champ après l'avoir suivie et il s'est dirigé vers Fuller Avenue. Il l'a amenée dans une maison abandonnée et il l'agressait sexuellement. Après ça, il utilise des outils, marteau, coupe-boîte, tournevis, perceuse et il la torture à mort. Aliana a été retrouvée morte de par énormément de blessures, mais notamment une par poignard et celle par des coups faits à la main. Quand il a fini de la torturer, il a décidé de quitter la maison abandonnée. Il s'est rendu à l'église missionnaire de Golgotha et il a déchargé des articles d'un camion. Aliana, elle, était censée être à la maison depuis quelques heures et quand elle n'est pas rentrée, sa mère a appelé l'école et a posé quelques questions sur sa fille. C'est à ce moment-là qu'on a découvert que sa fille n'était jamais arrivée à l'école plus tôt. La directrice de l'école s'est inquiétée pour Aliana et dès qu'elle a fini de parler avec Donesha, sa mère, elle est allée
aller dans les endroits où Aliana traînait pour voir si elle y était. Les membres du personnel ont commencé à la chercher, à passer des appels, à vraiment rechercher cette petite fille disparue et malheureusement ils n'ont rien trouvé. Ils ont donc fait le tour de quartier mais aucune information supplémentaire. Dès que Donesha Cooper a appris que sa fille a été portée disparue, elle a contacté la police. Nous avons donc eu un rapport pour personnes disparues et des patrouilles, des détectives, des lieutenants ont commencé à enquêter. Ils ont commencé à traquer des pistes, espérant retrouver la petite fille. Malheureusement, au cours de l'enquête, rien ne se passe et le FBI de Cleveland s'est rejoint à celle-ci et ils ont utilisé des téléphones, des bornes, etc. pour essayer de retrouver le téléphone d'Aliana dans l'espoir de retrouver la petite fille. Quoi qu'il en soit, une fois la disparition devenue officielle, nous avons eu pas mal de choses en plus, comme le fait qu'une photo récente a été publiée dans la presse afin de pouvoir aider à la recherche. Aliana a été répertoriée comme une jeune en voie de disparition en raison de son handicap mental qui faisait qu'elle agissait avec un comportement plus jeune que son âge. Elle était décrite comme une jeune adolescente heureuse, très pétillante, fraîche, dynamique et elle adorait les animaux en peluche. Tout le monde était super inquiet pour Aliana et on espérait tous qu'elle soit retrouvée saine et sauve. Son corps n'a pas été découvert avant quelques jours plus tard. Le 29 janvier, 3 policiers de Cleveland ont fait l'horrible découverte. On leur a dit de vérifier la maison, ou les maisons plutôt, vacantes dans la région. Et quand ils sont arrivés à la fameuse maison abandonnée, ils ont vu que la porte arrière était laissée ouverte. Ils sont donc rentrés à l'intérieur et ils ont trouvé une traînée de sang qui menait de la salle à manger à une autre pièce avec une porte fermée à clé. Ils ouvrent la porte et les agents trouvent le corps de Aliana DeFries. Elle était allongée dans un coin, dans une mare de sang, qui était le sien. Aliana ne portait que des chaussettes à ce moment-là et les blessures étaient très visibles sur son corps. Christopher avait utilisé un cutter pour lui trancher la gorge et lui avait aussi fait 4 trous avec sur la joue. Elle avait une énorme blessure au front et son globe oculaire droit n'était plus là. Lors de l'inspection, nous nous sommes rendus compte que des blessures montraient des signes de guérison. Donc pour vous expliquer, elles commençaient à se refermer, les cellules se régénéraient. Malheureusement, ça laissait comprendre quelque chose, c'est qu'elle a été torturée pendant des heures avant d'être tuée. On croyait que Aliana a été soit traînée, soit jetée dans cette pièce. Ses vêtements ont été déchirés et ont été retrouvés autour de la maison abandonnée. La police a également retrouvé son sac à dos ainsi que les outils que Christopher avait utilisés sur elle. Tout avait été déposé sur un banc de la salle à manger et la police pensait qu'il avait utilisé cet endroit pour ne jamais être retrouvé. Une autopsie a été effectuée sur le corps de la jeune Aliana DeFries par un médecin légiste qui était du coin. Cet homme a déterminé que les blessures étaient le résultat des outils qu'on avait retrouvés dans la maison. Elle avait été si blessée qu'on ne pouvait pas savoir exactement quelle blessure l'avait tuée. Aliana a été identifiée uniquement par ses dossiers dentaires. À moins d'1 mètre de la maison familiale de DeFries, il faut savoir qu'il y avait déjà 8 délinquants sexuels qui vivaient dans ce quartier. Et dans un rayon de 2 mètres, il y en avait 83. Donc oui, il se passait des choses assez sombres autour de chez eux. Il y avait plusieurs victimes de meurtres dans cette région et la police était submergée par le fait d'essayer de résoudre toutes ces affaires. La zone autour de la 93e rue et avec les maisons abandonnées était, selon la police, l'endroit où de multiples meurtres pouvaient se passer. Heureusement, dans le cas d'Aliana, des experts médico-légaux ont retrouvé de l'ADN sur ses restes et on a pu lier tout ça à Christopher Whitaker. On a donc pu trouver le tueur d'Aliana assez rapidement, donc elle ne restera pas une affaire non résolue. Il a été arrêté le 2 février par la police et il a été mis dans la Villa Serna Apartments à Marblehead. La famille DeFries, elle, ne savait pas du tout qui était Christopher avant le meurtre de leur fille, mais nous allons creuser maintenant dans sa vie. Christopher Whitaker n'était absolument pas inconnu de la police. Il est né en 1973 et il est originaire du Tennessee.
plus particulièrement de Fayetteville. Au fil des années, Christopher a été accusé d'un certain nombre de crimes et son casier judiciaire était très long. En 1998, il a été accusé de vol et de cambriolage. Il a été accusé de vol qualifié et de voies de faits criminels. En 2005, Christopher Whitaker a été accusé de violences sexuelles et de voies de fait. Une femme l'avait laissé entrer dans sa maison pour utiliser la salle de bain. Elle connaissait Christopher parce qu'ils avaient des amis en commun. Malheureusement, il a attrapé une paire de ciseaux, il est allé dans la salle de bain et il l'a étouffée. Il lui tranche la gorge avec les ciseaux et quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte qu'elle avait été agressée sexuellement. Heureusement pour elle, elle n'a pas succombé à ses blessures et Christopher a été condamné à une peine de 4 ans pour atteinte sexuelle au 3e degré et agression criminelle au 2e degré. Christopher sort de prison en 2009 et il est devenu un délinquant sexuel enregistré. En 2012, il a été accusé de vol grave, bien qu'il ait enregistré une adresse à un autre endroit auprès du département de la police de Cuyahoga. Il n'y avait pas du tout vécu depuis des années. Sa famille disait aux autorités qu'il utilisait fréquemment différentes adresses postales. Selon le shérif, il était en conformité avec 6 vérifications à cette adresse de 2009 à 2015, ce qui veut dire qu'il utilisait une adresse mais qu'il n'y vivait pas, peut-être pour échapper à la police. Quoi qu'il en soit, nous revenons au meurtre d'Aliana. La police de Cleveland a interrogé Christopher. Au début, il a refusé d'admettre son crime. Il a ensuite changé son histoire et a dit qu'elle était volontairement allée avec lui dans la maison abandonnée et que tout ça était tout simplement pour que les deux prennent de la drogue. Elle aurait ensuite enlevé ses vêtements d'école et il lui aurait demandé d'avoir des relations sexuelles avec elle. Elle aurait refusé et elle l'aurait attaqué. La police, elle, ne croyait pas du tout son histoire. Il n'y avait aucune preuve qui suggérait que Aliana aurait attaqué Christopher, qui d'ailleurs faisait 2 fois sa taille et 2 fois son poids. Elle avait moins de chances de survivre en l'attaquant plutôt qu'en essayant de s'enfuir. Elle ne l'aurait donc jamais attaqué. Christopher a donc changé son histoire à nouveau et il a dit qu'il l'avait effectivement tuée. Mais il a dit à la police qu'il n'était pas responsable de toute la torture qu'elle avait vécue parce qu'il aurait été sous l'emprise de stupéfiants dès lors où il avait attaqué Aliana. Il a donc dit qu'il s'était évanoui après l'avoir frappée et qu'il ne se souvenait absolument pas de tout le reste du crime. Il précise qu'il n'aurait jamais fait tout ça s'il avait été sobre et il a dit à la police qu'il ne voulait pas que son visage soit dans les médias. Christopher a dit à la police lors de son interrogatoire, je cite, « Les gens vont me regarder comme un monstre. Je ne suis pas un monstre, juste un toxicomane qui a fait une erreur qui n'aurait pas dû se produire. » Le procès pour le meurtre d'Aliana DeFries a commencé le 1er février 2018. Je vais beaucoup lire mes notes pour cette partie parce que vous savez que la juridiction et moi ça fait 2. Les avocats de la défense de Christopher Whitaker ont dit que la consommation de drogue de leur client aurait perturbé son contrôle, ses impulsions et l'aurait rendu capable de commettre des crimes. Le procureur adjoint, lui, n'était pas d'accord avec ça. Il a déclaré « Les preuves ne pointent pas vers une frénésie induite par la drogue, ne portent pas vers une panne de courant. Cela indique qu'il sait ce qu'il faisait. » Le 13 février 2018, Christopher a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation. Il n'aura fallu que 6 heures au jury pour délibérer par rapport à lui. Une fois condamné, le jury devait décider si Christopher allait passer sa vie derrière les barreaux ou s'il allait être condamné à mort. Le 23 février 2018, le jury passe 5 heures à délibérer et il recommande que Christopher soit exécuté. Le juge a accepté cette décision et ils l'ont condamné à mort le 26 mars. Elle a déclaré que les circonstances atténuantes parlaient par rapport à la barbarie des preuves. Christopher avait admis le crime, mais il a toujours dit qu'il l'a fait parce qu'il a consommé de la drogue et que par conséquent, il ne se rappelait pas de tout. Il s'est adressé au tribunal, il a fait une petite déclaration sur la façon dont il regrettait ce qu'il a fait. Il a aussi dit ressentir des remords par rapport à la mort de Aliana DeFries. Donesha Cooper, donc la mère d'Aliana, s'est adressée au tribunal et a dit « La mort est trop bonne pour lui. Je ne crois absolument pas qu'il ait des remords tant qu'il ne souffrira pas comme ma fille a souffert. N'abandonnez pas.
N'abandonnez pas et continuez à vivre et à vous battre au nom de vos enfants, parce qu'en fin de compte, la justice viendra et la paix avec. Son père, Damon, a aussi pris la parole. Il a dit « Vous avez de la chance que je ne sois pas la même personne que j'étais il y a 25 ans, parce qu'il n'y a pas assez de police ici pour m'arrêter, et je pense que tu dois le savoir. Lorsque tu vas au point où tu en es allé, tu obtiens ce que tu dois obtenir, avant d'arriver à la chambre d'injection à gaz. Ma fille n'a pas eu de chance. » Il dira également « Il peut s'asseoir dans le couloir de la mort pour toujours. Je veux que cet homme fasse l'expérience de l'enfer sur Terre avant de faire l'expérience de l'enfer dans l'au-delà. » Avec sa condamnation à mort, Christopher a été condamné à 48 ans de prison pour cambriolage aggravé, viol, agression sexuelle, abus d'un cadavre, enlèvement, meurtre aggravé, falsification de preuves et entrave à la justice. Actuellement, Christopher est dans le couloir de la mort, dans l'Ohio. Concernant Aliana, ses funérailles ont eu lieu le 11 février 2017. Il y avait pas mal de personnes présentes, des centaines. Le deuil était compliqué, mais la cérémonie était magnifique. Tout le monde était triste pour elle. Des policiers ont transporté son cercueil et concernant la maison abandonnée, elle a été détruite depuis tout ça. Le porche avant de cette propriété a cependant été transformé en un site commémoratif où chacun et chacune peut venir donner sa mémoire à Aliana et surtout se reposer. Quoi qu'il en soit, cette histoire était très bouleversante, mais elle ne s'arrête pas ici parce que un et après est de mise pour cette affaire. La mort de Aliana a très profondément affecté toute la famille. Peu de temps après son meurtre, Donesha est devenue sans abri, donc sa mère. Ils ont emménagé chez des parents pendant un certain temps et Damon et Donesha ont toujours vécu à Cleveland. Elle disait « Je ne comprends pas comment quelqu'un peut enlever un doux enfant innocent comme Aliana. Je vais aller à chaque procès et à chaque procès, je veux qu'il voie mon visage. Je déteste dire ça, mais je veux qu'il souffre de la façon dont il a fait souffrir ma fille. » Quoi qu'il en soit, la famille a créé une fondation à but non lucratif au nom de leur fille. Ils l'ont appelée Foundation Aliana DeFries Let's Make a Change. La fondation avait énormément de problèmes. Ils voulaient travailler sur pas mal de choses comme les violences domestiques, les relations entre parents et enfants et surtout aider les enfants à se rendre à l'école en toute sécurité. C'est donc une fondation qui est quand même ultra importante. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé après, c'est que la famille a intenté de faire un procès contre l'école et contre toute partie concernée dans cette disparition qui n'avait pas aidé. Par exemple, ils veulent faire en sorte que maintenant les écoles préviennent au bout de quelques heures les parents si les enfants ne sont pas présents à l'école, chose qui n'avait pas été fait ici et par conséquent, la mère d'Aliana en voulait beaucoup à l'école et a tenté une action en justice contre eux. Cette action en justice a été lancée en 2019, elle a été modifiée plusieurs fois, nous n'avons pas de nouvelles actuellement, mais c'est vrai que la question de la responsabilité de l'école est quand même de mise pour cette affaire. Voilà tout le monde pour l'histoire de Aliana DeFries. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Comme vous l'avez vu, j'ai modifié l'introduction et j'espère que celle-ci aura pu vous intriguer autrement. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous. En ce qui me concerne, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Prenez grand soin de vous.